d'appartenance, groupe de référence. Avant d'aborder les groupes d'appartenance et de référence, il faut tout d'abord comprendre ce qu'est un groupe social. Un groupe social représente un groupe d'individus qui partagent des caractéristiques en commun, comme l'âge, le sexe ou le milieu social, ou des buts en commun, comme vouloir défendre une cause ou réaliser un changement. Mais surtout, les membres d'un groupe social doivent être conscients d'appartenir à ce groupe et doivent entretenir des interactions plus ou moins directes les uns avec les autres. Il faut donc distinguer un groupe social d'un simple regroupement d'individus. Par exemple, des personnes en train d'attendre l'autobus dans la rue ne représentent pas un groupe social. D'autre part, les élèves d'une classe de première sont en effet un groupe social. Maintenant, il y a deux types de groupes sociaux, les groupes d'appartenance et les groupes de référence. Un groupe d'appartenance rassemble des individus qui partagent les mêmes normes et les mêmes valeurs, c'est-à-dire les mêmes principes moraux et les mêmes règles. Tout individu possède un ou plusieurs groupes d'appartenance. Le groupe d'appartenance d'un individu est le plus souvent sa famille. Prenons un exemple. Jean est un ouvrier. Son fils s'appelle Édouard. Édouard fut éduqué avec les normes et les valeurs de la classe ouvrière. Dans cette situation, le groupe d'appartenance d'Édouard est ouvrier. On peut appliquer cet exemple pour toute autre famille de n'importe quelle classe sociale. Cependant, un individu peut vouloir appartenir à un autre groupe social qui est différent de son groupe d'appartenance. On appelle ce groupe social le groupe de référence. L'individu va donc intégrer les normes et les valeurs de son groupe de référence, auquel il n'appartient toujours pas, mais qu'il souhaite rejoindre. On appelle ce processus d'intégration la socialisation anticipatrice. Essayons de remettre cela au clair avec notre ami Édouard. Édouard est maintenant en âge de commencer ses études. Mais Édouard, même s'il possède les normes et les valeurs d'un ouvrier, rêve de devenir cadre. Pour cela, il va poursuivre de longues études, différentes de celles de son père. Ce groupe de référence est donc le groupe social des cadres. Dans cette situation, Édouard va donc tenter d'intégrer les normes et les valeurs d'un cadre, imiter leur façon de penser, de s'exprimer ou encore de se comporter. Il va réaliser ce processus de socialisation anticipatrice. D'ailleurs, beaucoup de films traitent de ce concept de socialisation anticipatrice, comme par exemple Neuilly sa mère, Ressources humaines ou encore Tout ce qui brille. Alors justement, la culture d'entreprise, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors, la culture d'entreprise est évidemment propre à chaque entreprise. La culture d'entreprise, elle est composée de l'histoire de l'entreprise, de ses rites, de ses habitudes, des valeurs qu'elle véhicule, et puis évidemment fondée aussi grâce à tous les intervenants de l'entreprise, en interne, mais aussi en externe, quand il y a par exemple des fournisseurs ou des prestataires. Alors, quand on pense à une culture d'entreprise, on a beaucoup d'exemples d'entreprises, par exemple américaines, ça peut être Apple, Facebook, Google, on voit ces salariés qui ne paient pas leur repas à la cantine, ou qui font du sport entre eux, qui animent eux-mêmes les séances de sport. Est-ce que c'est ça la culture d'entreprise, ou alors ça c'est un peu cliché quand même? Alors, ça n'est surtout pas que ça. Voilà. Disons qu'ils utilisent, et c'est vrai qu'on a bon nombre d'exemples, ils utilisent en fait ces moyens pour développer leur identité, leur culture d'entreprise, et puis pour favoriser tout simplement l'investissement de leurs salariés. Alors derrière, il y a aussi parfois une stratégie, il ne faut pas l'oublier. La culture d'entreprise, ce n'est pas qu'une marque employeur, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'image d'une société où il fait bon vivre, où tout le monde est très content toute la journée. C'est avant tout son histoire et puis ce qu'elle véhicule. Et puis la culture d'entreprise a pour vocation de développer la performance de l'entreprise. C'est en gros se sentir bien dans sa boîte pour être plus performant, être fier de ce que l'on fait. Voilà, du moins pour qui on le fait. Oui, alors oui, c'est ça, c'est avant tout de développer l'appartenance du salarié à son entreprise, à l'identité de sa société. Maintenant, la culture, elle évolue au fil de la vie de l'entreprise. Vous prenez par exemple une société familiale dont la succession est héritée, même s'il y a des bases qui n'ont
peut-être pas changé en attendant, par les dirigeants, parce qu'ils ont voulu impulser, puis par aussi le contexte économique, cette culture, elle a évolué. Mais avant tout, la culture d'entreprise s'est portée principalement par les valeurs. Alors nous, on l'étudie de cette façon-là. Quand on veut cartographier la culture dans l'entreprise, on va interviewer les salariés, à savoir quelles valeurs ils ressentent aujourd'hui dans leur entreprise, quelles valeurs ils portent eux-mêmes à titre personnel, et puis quelles valeurs ils aimeraient développer au sein de leur entreprise. C'est quelque chose, tout à l'heure on parlait d'Apple, Facebook, Google, les entreprises américaines. Est-ce que c'est quelque chose qui en France, la culture d'entreprise, existe vraiment, qui prend de l'importance ou qui existe Oui, elle existe vraiment. Maintenant, dans les grands groupes principalement, ou alors dans les entreprises familiales, dans quel type d'entreprise? Toutes les entreprises? Oui, alors c'est vraiment toutes les entreprises. On va vous dire que dans une petite entreprise, la culture, elle est peut-être plus évidente parce qu'elle est portée par 1 ou 2 dirigeants et puis à une dizaine de salariés. Donc, c'est plus évident du moins de communiquer dessus.